Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Watchmen épisode 3. Et malgré les vues, malgré certains spectateurs qui rouspètent à tort et à travers, je tiens la barre, je continue la review de chaque épisode semaine par semaine parce que oui, j'aime trop cette série. Et surtout cet épisode 3 va le confirmer. Alors, il y a deux choses, c'est vrai qu'il faut signaler. Bon, déjà la première, c'est qu'il faut définitivement avoir lu le roman graphique. Je pense que oui, c'est indispensable. Voilà, parce que là, surtout dans cet épisode, on va avoir beaucoup de références au roman graphique d'Alan Moore et de Dave Gibbons. Donc très franchement, c'est vrai que ceux qui n'ont pas lu, voire même ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas que ça risque d'être compliqué, mais vous allez manquer énormément de choses. Vous allez passer à côté de trop de choses. Donc très franchement, si vous n'avez pas encore lu ni vu le film, faites-le, vraiment faites-le. Et après, vous pourrez commencer en toute sérénité cette fabuleuse série. La deuxième chose par rapport à cet épisode, avant de spoiler, c'est que c'est vrai que l'intrigue n'avance toujours pas à grands pas. L'intrigue n'avance pas tambour battant. Parce que on va privilégier encore dans cet épisode l'installation de nouveaux personnages, l'introduction de nouveaux personnages, et surtout l'exploitation de certains personnages qui étaient déjà dans le premier épisode et dans le second. Donc l'intrigue avance vraiment petit à petit, mais c'est pas l'important. L'important, c'est de mettre en place un petit peu tous ces personnages sur l'échiquier, et puis après, certainement, de faire avancer un petit peu plus l'intrigue. Mais je voulais revenir quand même, avant de spoiler, sur cette notion-là. Quand les gens me disent « ouais, mais c'est lent, etc. etc. » Il faut quand même bien comprendre que le roman graphique, et c'est là où je trouve qu'il n'y a pas de trahison ou quoi que ce soit, c'est que ça respecte justement la structure du roman graphique. Alors pas forcément la structure narrative par rapport à l'enquête et au personnage, parce que le roman graphique part effectivement du meurtre du comédien et on saura à la fin qui a fait quoi, etc. Quelle est véritablement la résolution de cette intrigue. Mais pendant tout le roman graphique, c'est surtout une introspection de personnage, c'est surtout un constat sur la société des années 80, donc l'aspect sociétal et surtout aussi le contexte politique. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Watchmen, ce n'est pas du tout, je veux dire, c'est pas 24 heures chrono, quoi. C'est on plante une ambiance, on plante des personnages, des fois on arrête même de suivre l'intrigue et on revient sur des personnages du passé, on exploite tout ça, leur rapport avec la société d'avant, la société de maintenant, c'est ça Watchmen. Ben là, on prend exactement la même chose. C'est en ce sens que je pense que Damon Lindelof a totalement pigé ce qu'est le roman graphique d'Alan Moore. Et il va y avoir des choses qui vont effectivement un petit peu être différentes, parce qu'on n'est pas là pour faire un reboot ou un remake, ou je ne sais quoi, ou une pâle copie, mais en tout cas, on est vraiment là, dans l'essence même, de pourquoi on aime Watchmen. Watchmen, il y avait des rebondissements, oui, mais c'était pas des rebondissements grossiers, c'était pas, je veux dire, voilà, c'était pas les grosses ficelles d'un seul coup, ah, en fait, c'est peut-être lui qui a tué le comédien, etc. Alan Moore s'en foutait complètement de ça. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de faire un constat sur les années 80, de parler aussi des années 40, comment des personnages ont évolué à travers ces années-là, qu'est-ce qu'on fait de l'identité des super-héros, qui sont les super-héros, est-ce qu'ils méritent d'être identifiés comme tels, ou alors est-ce que ce ne sont pas des super-névrosés, etc. etc. C'est ça qui intéressait Alan Moore, bien plus que les rebondissements par rapport à l'enquête du comédien. Évidemment, quand elle sera révélée, le truc est complètement dingue, mais en attendant, Watchmen s'est construite comme ça. Et moi, c'est pour ça que j'aime d'ailleurs ce roman graphique, et que je l'ai lu pas mal de fois, et que j'ai même adoré le film. C'est justement pour ces raisons-là. Donc je trouve que la série adopte totalement ce point de vue. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à spoiler, et évidemment, je vais devoir revenir un petit peu aussi sur l'épisode 1, sur l'épisode 2, donc ceux qui n'ont pas vu ces épisodes, allez les voir d'abord, avant de voir cette partie spoiler. Alors là, on a l'introduction d'un nouveau personnage de taille. On a Laurie, alias Spectre Soyeux numéro 2, en gros, qui était donc dans le roman graphique, et là on le voit 30 ans après. Alors là, qu'est-ce qu'est devenu Laurie Blake, puisqu'elle a pris carrément le nom de son père? Eh ben elle est devenue agent du FBI, et puis son rôle aussi c'est de traquer finalement tous ceux qui voudraient se revendiquer être des super-héros. Voilà, ça traque, ça va être ça. Et notamment, ça commence par une sublime scène d'ouverture avec un espèce de faux braquage de banque qu'elle organise pour faire venir justement un super-héros masqué et tout ça, et pour le coincer, pour l'arrêter. Donc la population, elle, veut justement ces super-héros, elle se sent seule sans ces super-héros, et elle dit non, on n'en a pas besoin, de toute façon, ce sont des clowns, ce sont des bouffons, etc. Donc déjà, on est dans une opposition, et puis surtout, on nous dépeint ce personnage de Laurie qui est totalement seul, puisque le hibou, lui, il est en prison, certainement du fait
qu'il n'a pas voulu se soumettre à la loi Keane et en gros il n'a pas voulu être engagé par le FBI, ce que Laurie a fait, donc il a fini en prison. Le docteur Manhattan, bon bah ça on sait depuis le début de la série, il n'est pas là, il est sur Mars. Et puis surtout, cette espèce de volonté de tirer un trait très clairement sur son passé. C'est-à-dire que là, vraiment, elle est là pour traquer les super-héros, alors qu'elle en était une. Alors une, peut-être pas vraiment, mais quand même, quoi. C'était une justicière, on va dire ça comme ça. Et le truc, c'est que là, elle a vraiment tiré un trait sur ce truc-là. Au contraire, elle veut absolument les démasquer, elle veut les traquer, etc. Donc, c'est un personnage isolé, mais c'est un personnage super intéressant, brillamment interprété par l'actrice Jean Smart. Vraiment, elle est exceptionnelle. Elle donne beaucoup de relief à son personnage, elle donne beaucoup de différence également au personnage de Laurie, et c'est un gros kiff, vraiment, de retrouver ce personnage 30 ans après. Donc c'est pour ça que je disais en début de vidéo, vraiment, il faut absolument lire le roman graphique pour savoir de quoi on parle. Le truc très intéressant aussi avec ce personnage, et moi qui m'a manqué un petit peu dans le roman graphique, je dois l'avouer, même si je considère que c'est un des plus grands romans graphiques de tous les temps, mais peut-être ce personnage justement du spectre soyeux de Laurie qui était pour moi un peu sous-exploité. C'est-à-dire qu'à part nous raconter ses échecs amoureux, ses ébats sexuels et tout ça, bon, c'était bien, ça faisait partie de l'univers. Et c'était peut-être aussi une volonté d'Alan Moore de le raconter comme ça, mais moi j'ai senti toujours une espèce de frustration. Je me suis dit, bon, les personnages, tous les autres, ils sont quand même vachement bien exploités, puis elle, tu la sens un petit peu sur le côté, à part certains moments où elle va se tabasser, ou etc. Mais je trouve que, voilà, elle apportait une touche réellement féminine et qui était indispensable au roman graphique. Mais là, ce qu'ils en font, c'est exceptionnel parce que justement, ils vont un petit peu en inverse. En tout cas, ils vont exploiter vraiment le personnage en lui donnant une réelle quête, presque un sens à sa vie aussi. C'est-à-dire, elle est du FBI, elle a, à mon avis, un rôle très important à jouer. Là, en tout cas, on le voit dans l'épisode 3 et à mon avis, ça va se perpétuer aussi dans les autres épisodes. Donc là, ils prennent un petit peu à rebrousse-poil, si tu veux, le contexte du roman graphique. C'est pas une trahison, mais c'est juste pour moi une exploitation. On tire un petit peu ce personnage, on l'exploite, et c'est justement ça que moi je trouve très très intéressant. Donc elle va évidemment aider la police pour enquêter sur ce meurtre de Judd. On va voir aussi dans une scène, alors est-ce que c'est le fils, le petit-fils, je pense que c'est plus le petit-fils du sénateur Keane, qui lui a fait passer justement cette loi pour que les policiers soient masqués. On nous explique aussi que ça aurait fait baisser la criminalité, etc. Mais bon, tout ça, évidemment, ça reste vraiment entre guillemets vu l'état de la société actuelle. Et puis évidemment, le centre de cet épisode, ça va être encore justement sur le spectre soyeux, sur Laurie, et ça va se construire en gros sur une conversation téléphonique entre elle et le docteur Manhattan, puisque dans ce monde-là, on peut communiquer avec le docteur Manhattan puisqu'on a des cabines téléphoniques qui sont carrément à son effigie. Donc dans cette scène, elle évoque le hibou, elle évoque Ozymandias, elle évoque également le docteur Manhattan et puis elle va prononcer à plusieurs reprises le mot « good joke » que écrivait Rorschach dans son journal, dans le roman graphique. Alors ce qui est assez amusant avec cette représentation de cette cabine téléphonique et le fait qu'elle appelle Dr Manhattan, déjà on a l'impression que le souvenir de Dr Manhattan est commercialisé, il se vend encore. Et puis il y a aussi peut-être cette volonté de l'Amérique d'avoir cette frustration de ne plus avoir l'homme le plus puissant du monde, à savoir qu'il était américain. Donc là, je prends les mots du roman graphique, à savoir le docteur Manhattan. Et on a l'impression vraiment de l'Amérique qui vit dans ce souvenir de cette arme la plus puissante du monde qui était considérée comme un dieu. Et on a l'impression vraiment d'un manquement, on a l'impression de quelque chose qui n'est plus là et qu'il faut absolument se souvenir qu'on peut encore communiquer avec lui, même si le docteur Manhattan a très clairement voulu s'en foutre totalement de l'humanité. On peut y voir ça, et c'est vrai que c'est assez intéressant ces scènes où elle parle avec lui et il ne répond pas, puisque de toute façon il n'en a rien à faire. Donc on est encore dans cette continuité de ce qu'on avait lu et de ce qu'on avait vu dans Watchmen des années 80. Alors il va y avoir aussi cette fameuse scène de l'enterrement du chef de la police, de Judd, dans lequel un kamikaze de la 7e cavalerie va se pointer pour faire un attentat. Et là, pour le coup, en mode un petit peu terroriste islamiste, parce que carrément la méthode, c'est exactement la même chose. On se met un détonateur, on se met une bombe sur soi, on se fait exploser, etc. etc. Donc là, le suprématiste blanc de la 7e cavalerie en veut évidemment au sénateur Keane. Et le truc, c'est que cette scène va révéler en même temps l'identité de Sister Night, de Angela. Au lieu de prendre la fuite comme tout le monde alors que Laurie vient d'abattre le terroriste, la bombe continue à être enclenchée, elle va carrément prendre le corps du terroriste et elle va le balancer dans la fosse où est enterré Judd. Donc ça montre par là
qu'elle est, entre guillemets, une super-héroïne, puisque là, elle fait vraiment un acte super-héroïque, puisqu'elle risque sa vie, et donc ça la grille un petit peu auprès de Laurie, qui, elle, traque, finalement, les super-héros au sein de la police, quoi, les Vengeurs masqués au sein de la police. Donc ça, cette scène, elle est intéressante, et puis il va s'en suivre aussi un dialogue entre les deux femmes, qui vont rappeler aussi qu'on est dans un parallèle avec Watchmen, avec le roman graphique des années 80, puisque Laurie va demander en fait à Angela ce qu'elle a vu dans le dressing en fait de Judd, à savoir la panoplie du Ku Klux Klan, et Laurie, ça va lui rappeler évidemment le souvenir de son père, qui lui aussi cachait tout un tas de trucs assez intéressants dans sa garde-robe. Et le truc, c'est que justement, ça rejoint ce que je disais dans la précédente vidéo, où je faisais le parallèle avec le badge ensanglanté, et donc le badge du shérif et le badge du comédien. On continue par là à nous expliquer que finalement, le chef de la police Judd est associé à l'état d'esprit du comédien, c'est-à-dire avec une tendance un peu très à droite, très facho, etc., etc. Parce que le comédien, c'était ça. Et donc, le chef de la police, avec sa panoplie du Ku Klux Klan, à moins qu'il y ait une grosse surprise par rapport aux épisodes d'après, mais en tout cas, on est encore dans ce parallèle totalement voulu de la part de Damon Lindelof, de nous expliquer en gros vraiment ce parallèle très évident entre Judd et le comédien. Alors, scène mémorable encore dans cet épisode, et c'est pour ça que j'insiste, c'est encore un épisode sur les personnages. On continue à les exploiter de manière absolument brillante, avec une écriture dantesque, et puis un jeu d'acteur, bien sûr, au top, parce que quand on voit Jeremy Irons, là pour le coup, c'est sûr, dans le rôle d'Adrian Veidt, on est comme ça, quoi. C'est toujours exceptionnel de le voir. Même si, oui, il se passe pas des trucs incroyables, mais c'est toujours exceptionnel de le voir parce que là, il campe réellement Adrian Veidt, donc fini les théories, parce que j'en ai lu pas mal, des théories comme quoi disant, ouais, mais c'est peut-être Dr Manhattan, etc., etc., parce qu'on voit effectivement, on nous trompe un petit peu sur certains plans, parce qu'on voit des horlogeries, etc., etc. Donc il y en a qui pensaient que ce serait peut-être Dr Manhattan, enfin j'ai lu beaucoup de théories comme ça, donc non, ce n'est pas Dr Manhattan, c'est Adrian Veidt, très clairement. Voilà, maintenant on en est sûr, il le dit carrément face caméra. Et puis même à la fin de la scène, il va remettre son costume d'Ozymandias. Donc là, c'est assez jouissif. Ozymandias avec 30 ans de plus, bien vieux. Et on va aussi également nous expliquer qu'en gros, il est captif, Ozymandias. Dans son immense château et dans son immense propriété, il est prisonnier. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Je pense qu'on en saura évidemment bien plus dans les prochains épisodes. Alors, je reviens rapidement avant de terminer sur le personnage de Laurie, qui est, semble-t-il, plus obsédé par Dr Manhattan que par le hibou, alors que normalement, si je me souviens bien, elle finissait avec le hibou à la fin de Watchmen, mais elle est beaucoup plus obsédée par ce souvenir de Dr Manhattan, avec qui elle a vécu évidemment une énorme aventure. Mais le truc, c'est que voilà, c'est qu'elle est très 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 obsédée par ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que le hibou est en prison. J'en sais rien. Encore là, on ne sait pas encore toutes les ramifications par rapport à ça. Et puis ça se termine par une voiture qui descend du ciel. Alors Lindelof, ses obsessions de choses qui descendent du ciel, c'est toujours pareil. Mais là, on a la voiture qui, pour le coup, montait à la fin de l'épisode 2 avec Will à l'intérieur, le personnage du vieux noir qui montait dans cette voiture. Et là, boum, à partir du moment où elle a fini sa conversation avec Dr Manhattan, paf, la voiture atterrit. Est-ce que c'est un indice lancé par Dr Manhattan? On n'en sait pas plus pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu l'épisode. Alors oui, ça pose encore pas mal de questions, mais le tout avance petit à petit. La seule frustration que moi j'ai par rapport à cette série, c'est que c'est un épisode par semaine. Voilà, j'ai envie vraiment de les enchaîner sans cesse. C'est vraiment pour moi super addictif. On a vraiment envie que l'épisode il dure 2 heures. Moi personnellement, les épisodes ils filent à la vitesse de la lumière, je les vois pas passer. Donc voilà, moi c'est le seul petit truc que j'ai. Mais bon, on est chez HBO, donc il faut savourer. En même temps, c'est bien aussi. Ça permet de bien comprendre ce qu'on nous a donné, d'ingurgiter des informations, et puis de pouvoir un petit peu prendre du recul par rapport à tout ce qu'on nous dit. Pourquoi pas, pour ceux qui aiment élaborer des théories, le faire. Et puis après, c'est une autre manière de voir les séries. C'est HBO, c'est comme ça. Et puis c'est quand même vachement bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet épisode 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé également de cet épisode. C'est important. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la vidéo comme d'habitude. Vous avez aussi 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!